bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là ce soir. Donc, ce soir, déjà, on va commencer par un petit rappel de mots après sur la psychomagie, parce qu'il va nous faire un petit rappel comme on a des nouvelles personnes qui n'étaient pas là donc lundi au séminaire de lundi soir. Et puis, en fait, vous allez voir, tout va bien se passer, tout va bien se dérouler. Donc, Mo, si tu peux nous expliquer vite fait la psychomagie, s'il te plaît, et le rapport avec la physique quantique et tout, voilà, s'il te plaît. Ok. Pour ceux qui connaissent déjà, à la base, la psychomagie, c'est un concept qui a été inventé, créé par Jodorowsky. Ceux qui connaissent déjà Jodorowsky sur la partie carte, tarot, voilà. Donc, il a créé ce concept et l'a modélisé. Moi, je me suis inspiré en fait de ses travaux et j'ai fondé aussi ma psychomagie qui est effectivement comme Jodorowsky l'utilise au théâtre. Aujourd'hui, évidemment, on n'aura pas le théâtre parce qu'on n'est pas en présentiel, on n'est pas en face à face. Donc, la partie théâtre va sauter. Donc, en fait, en gros, on va aller chercher des images inconscientes, puisque l'inconscient parle exclusivement en images. On voit, le monde onirique, c'est fait que d'images. Il y a un décalage entre notre conscient et notre inconscient. C'est pour ça qu'on n'arrive pas très souvent à comprendre nos rêves. Mais à la base, nous rêvons, nous pensons en images. Donc, moi, ce que je vais faire et ce que je vais utiliser, puisque la psychomagie, c'est du théâtre, donc c'est le monde, on va dire la scène théâtrale, puisque je pars du principe que le monde, c'est une grande pièce de théâtre. On a été projeté à un moment donné de l'histoire. On ne sait pas ce qu'on est venu faire ici. On ne sait pas à quel moment on sortira de cette pièce de théâtre. Et entre-temps, on a un rôle, un personnage qu'on joue. Et donc, l'idée, c'est de le jouer du mieux possible. D'accord ? L'idée dans le concept de psychomagie, c'est déjà de prendre conscience que nous ne sommes pas le personnage, mais nous sommes l'auteur et l'acteur qui est derrière le personnage. Et très souvent, nous sommes prisonniers d'un personnage parce qu'on pense que nous sommes le personnage. Et donc, on trimballe un personnage du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie en essayant de le protéger. Certains l'appellent l'ego, le mental, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi, je le perçois comme étant un personnage, un masque. On le voit dans la tragédie grecque, la persona, personnage vient de persona qui veut dire masque. Donc, on va, à travers le travail théâtral conscient, des exercices de mindfulness et le langage inconscient, donc symbolique, entrer dans cet univers quantique qui est pour moi le monde spirituel, puisqu'il ne fonctionne pas sur les mêmes lois que les lois physiques. Ça fonctionne sur d'autres lois qu'on va aborder maintenant rapidement. Et puis après, on va faire un voyage ensemble, si ça vous dit. Ça va ? Oui. Super. Alors, ouais. Donc, on va commencer donc par la petite présentation que tu avais fait. Ensuite, on passera sur une petite séance de respiration et de méditation avant d'attaquer directement dans la psychomagie. Alors, juste si je peux ajouter, Sam, quelque chose. Donc, Sam, en fait, va animer la partie respiration, puisque c'est un expert dans le domaine. Et vous allez rester, en fait, les yeux fermés. D'accord ? Et je reprendrai la suite derrière. Vous allez voir, il suffit juste de vous laisser guider. OK ? C'est ce que je voulais préciser. Ok. Donc, je te laisse commencer par le petit PowerPoint et puis donc on fait ça ensuite. OK. Alors, pour ceux qui, je fais un petit rappel rapide pour ceux qui n'étaient pas là lundi. Alors, lundi, on a vu les émotions à travers les courants philosophiques, scientifiques, biologiques, psychologiques aussi. J'ai abordé Paul Ekman, puisque j'ai étudié dans l'école de Paul Ekman sur la partie émotionnelle. Et puis, on est arrivé à cette dernière slide qui est « À quoi sert une émotion ?»
d'un point de vue, on va dire, quantique, spirituel. Puisque d'un point de vue physique, on avait vu, enfin, on a vu rapidement, non, on a vu, là je fais un récap rapide, on a vu qu'une émotion, à la base, nous servait effectivement à nous protéger et qu'elle avait une grande utilité. Malheureusement, aujourd'hui, les émotions sont étouffées, elles sont mal vécues, alors qu'à la base, elles sont très saines pour les individus et les personnes. Mais aujourd'hui, à l'ère dans laquelle nous sommes, nous n'avons plus besoin réellement de nous protéger. La peur, par exemple, il existe deux formes de peur. Nous avons la peur qui est saine, celle qui nous protège du danger réel. Et ensuite, nous avons la peur psychologique, qui, elle, est une peur par anticipation de ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, réellement, c'est un jeu du mental, du personnage, si vous préférez, qui s'amuse en fait à nous flanquer la trouille sur des scénarios hypothétiques qui pourraient arriver dans un futur proche ou lointain. Mais réellement, si nous revenons dans l'ici et dans le maintenant, il n'y a réellement aucun danger. Aujourd'hui, nous sommes l'espèce humaine, à part, bien sûr, là c'est la première fois qu'on voit ça, mais elle est menacée par un petit virus. Mais avant cette arrivée du petit virus, réellement, nous n'avons pas de prédateurs, donc on n'a pas lieu d'avoir peur, hein, à part du danger réel. Donc voilà sur la partie, on va dire, émotionnelle. Et donc comme on n'a plus besoin, on va dire, de se protéger et d'assurer une survie d'un danger physique, nous entrons dans une ère, nous sommes déjà entrés dans une ère qui est que à quoi sert une émotion en dehors du fait qu'elle nous protège. Donc c'est l'intérêt que ça a. Donc l'émotion a cet intérêt-là, qui est que elle est en dehors du fait qu'on la nomme comme une émotion, c'est surtout une vibration au niveau quantique, au niveau spirituel. Ça reste une vibration ni plus ni moins. Et on avait vu que quand on résume les 7 émotions selon Paul Ekman, on les résume à 2, qui sont la fréquence haute et la fréquence basse. La fréquence haute, c'est quand je me sens bien, et la fréquence basse, c'est quand je suis plombé. Et quand on réduit encore ça à une seule émotion, finalement, c'est une seule émotion qui est la connexion à l'univers total, à la conscience universelle, qui est l'amour. L'amour est l'émotion, l'énergie créatrice. Sans amour, on ne crée rien. La peur ne crée absolument rien. L'amour est l'énergie de l'amour est créatrice, la peur est destructrice. Donc voilà comment on avait résumé, je ne sais pas si j'ai bien résumé les 2 heures on a passé quand même un peu de temps, pour celles et ceux qui n'étaient pas là lundi. Donc nous arrivons à la suite, qui va être très courte. La dernière slide, c'était les émotions, porte d'accès vers l'univers quantique, spirituel. Voilà la vraie question. Et donc, on va pour que vous puissiez vraiment bien entrer dans le monde l'univers de la psychomagie dans lequel on va aller ensemble, puisque nous allons tous y aller ensemble, même s'il y a une seule personne qui va travailler, ou qui va être, on va dire, je ne trouve pas les mots, mais bon, ça va être la personne qui va faire la séance. Les autres, vous allez être dans le même univers. D'accord ? On va créer un espace dans lequel tout le monde va être connecté. D'accord ? Donc, les émotions, porte d'accès. Alors, avant d'entrer dans cet univers mystérieux, il est important de retenir 2 choses. Dans le monde dans lequel l'univers quantique ou la psychomagie que je fais, il faut absolument retenir 2 choses. La première, c'est Richard Phillips, physicien américain. Bon, là, vous pouvez le lire. L'un des plus influents de la seconde moitié du XXe siècle, en raison notamment de ses travaux sur l'électrodynamique quantique. Lui a dit une chose très intéressante. Il a dit, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Nous avons aussi Werner Heisenberg, aussi, qui est un physicien allemand, fondateur de la mécanique quantique, qui, lui, nous dit aussi une chose intéressante. Il dit, donc lui est le fondateur du principe d'incertitude, on ne peut pas savoir tout ce qu'il y a à savoir sur une particule. Ça veut dire quoi ? En gros, pour la faire très courte et très simple, ça veut dire que le monde physique est régi par des lois physiques qu'on peut mesurer, qu'on peut voir, comprendre
reproduire. Si on prend par exemple un joueur de tennis qui prend une balle et il va tirer cette balle, donc la vitesse de la balle peut être mesurée. On peut savoir s'il a tiré la balle à 180 km/h, à 190 ou à 200 km/h. Si ce même tennisman, il arrivait à reproduire la même force, le même mouvement sur la balle, on est capable de prédire à peu près à 1 ou 2 km/h la vitesse de la balle. On sait que s'il reproduit encore et encore le même mouvement, avec les mêmes facteurs, on arrive quasiment au même résultat. Ça, c'est les lois physiques. Donc, c'est les lois sur lesquelles on fonctionne. La cause à effet, on se lève le matin, on sait que si on va bosser, normalement, dans la logique des choses, sauf en ce moment, on devrait à la fin du mois avoir un salaire, qu'on pourrait payer un appartement, on pourrait acheter une voiture, on peut faire ça, on peut faire des calculs sur tout aujourd'hui, absolument tout. Sauf que dans le principe de la certitude, par exemple, Heisenberg, et dans la mécanique quantique, les particules, le monde des particules ne se comporte pas de la même manière que dans le monde physique. On n'est pas capable de prédire un événement ou quelque chose. On ne sait pas. D'accord ? On est capable d'observer un phénomène, mais on n'est pas capable de le reproduire une nouvelle fois et encore et encore. Parce que les particules se comportent différemment. La particule, par exemple, dans le monde physique, si par exemple je suis dans une pièce et que dans cet appartement il y a 2 pièces, si une personne rentre, elle ouvre la porte de la première pièce et je n'y suis pas, sans aller ouvrir la seconde porte, elle sait pertinemment que je suis forcément dans la deuxième. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Ça, c'est la loi physique. Sauf que dans la mécanique quantique ou dans la physique quantique, la personne peut ouvrir la porte, me voir dans cette porte-là, aller dans la seconde porte et me retrouver encore dans la seconde porte. Ou, mieux encore, elle peut me voir entrer dans la pièce, ouvrir la première porte, je n'y suis pas, elle ouvre la seconde, je n'y suis pas non plus. Et je peux être aussi à plusieurs endroits à la fois. D'accord ? Donc, on ne va pas non plus rentrer trop dans ce sujet, pas pour le moment. On ira lundi, on ira plus en profondeur lundi tranquillement. Ce soir, c'était juste pour vous prendre conscience et surtout aussi pour parler à votre mental. Parce que quand on va aller dans l'univers quantique tout à l'heure, il faut que votre mental soit suffisamment informé pour qu'il puisse se relaxer. Parce que s'il n'est pas relaxé, il va émettre des résistances. Donc, je vous explique ça pour donner un peu de... Il y a Mansour qui t'appelle. Il y a qui ? Mansour. Tu peux couper le micro, s'il te plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de... Ça, je ne sais pas qui c'est. C'est bon ? Je ne sais pas qui a parlé. C'est une personne qui... Bon, c'est pas grave. Donc, celle qui a parlé, s'il vous plaît, est-ce que tu peux juste un peu moins fort ? Ce serait cool. Comme disaient les inconnus, joue un peu moins fort. Je suis sincèrement désolée, je pensais que mon micro était coupé, pardon. Ah, ok, je vois qui c'est. Ça y est, je reconnais cette voix. Je suis désolée, pardon. Alors, Sarah, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton micro ? Ouais, tout de suite, désolée. Merci. Et bonsoir à Mansour. Transmets. Donc, alors du coup, j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais sur... Oui, voilà. Donc, en fait, il faut que c'est intéressant que le mental puisse comprendre un peu pour qu'il puisse un peu se relaxer. Sinon, il va mettre des résistances et on ne pourra pas aller un peu plus en profondeur. Ok, ça va jusque-là ? Oui. Okay. Ouais, ça veut dire que tout le monde est d'accord, je suppose. Tout à fait. Alors, Bohr, je ne sais pas si vous le connaissez, Niels Bohr. Donc, pareil, physicien danois, surtout connu pour son apport à l'édification de la mécanique quantique, pour lequel il a reçu de nombreux honneurs, et notamment lauréat du prix Nobel de physique. Bohr était en opposition avec Einstein, ou plutôt Einstein était en opposition avec Bohr, Niels Bohr. Alors, on le voit là sur le côté. Pourquoi ? Parce que Bohr était déjà, dans les années, donc début du siècle dernier, il était déjà bien entré, il avait compris les lois de la mécanique quantique et de la physique quantique. Einstein, lui, avait du mal à avaler la théorie de Bohr. D'accord ? Einstein, lui, ce qu'il disait à Bohr, une fois d'ailleurs, il lui a balancé ça en pleine face, il lui a dit Dieu ne joue pas au dé. Parce que pour lui, le monde de la mécanique quantique, c'était on balance un dé, le hasard, et puis un coup c'est 5, un coup c'est 6, un coup c'est 8, donc on ne sait pas trop. Et il dit, pour lui, Dieu ne joue pas au dé. On n'est pas là pour s'amuser, un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Mais Bohr, comme il était assez intelligent, il lui a renvoyé une réplique qui était
très intéressante. Il lui a dit « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire ». Ça veut dire qu'il a remis un peu Einstein à sa place, parce que bien qu'Einstein soit un cerveau et soit quelqu'un de très intelligent qui a apporté beaucoup à la science, il avait parfois tendance à croire que parce qu'il avait apporté quelque chose de très important, notamment sur la relativité, il pensait que tout était prévisible. Donc, il avait du mal à croire que l'univers pouvait être créé sur des lois qui ne sont pas contrôlables. Bon, Bohr, il avait balancé, ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire. Ça veut dire que restez à votre place. Dieu a l'univers, Dieu, la nature, vous l'appelez comme vous voulez. Bohr, en tout cas, c'est la phrase qu'il avait employée sur Dieu. Dieu a créé des lois qui sont les siennes. Ça, c'est que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a des lois qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut comprendre, on peut jouer les règles de ces lois, mais on ne peut pas les contrôler. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être que dans quelques centaines d'années, ça sera possible, bien que je n'y crois pas, mais bon. Alors, rapidement, pour arriver à cet état donc, de psychomagie, on utilise la dynamique de l'illusion. Alors, s'il y a des gens qui sont familiers avec la psychologie ou avec la dynamique de l'illusion, ça doit leur parler. Donc, pourquoi je parle de ça? J'ai pris une définition du dictionnaire historique de la langue française. Donc, j'ai mis quelques interprétations. Comment? Excellent. Excellent, non? Ça fait sérieux. Très bien. Historique de la langue française. En fait, en gros, c'est le Robert. Hein. Voilà, pour faire très simple. C'était plus fun que ça. En fait, donc, dans cette définition du dictionnaire, on a erreur de perception. Hein, quand on parle d'illusion, c'est une erreur de perception causée par une fausse apparence. On a aussi interprétation erronée de la perception sensorielle de faits réels, apparence dépourvue de réalité, opinion, fausse croyance, forme l'esprit et qui abuse par son caractère. Et voilà. Donc, dans La vida es un sueño, je sais qu'il y a des Espagnols, en tout cas, il y a une Espagnole parmi nous ce soir, elle le connaît peut-être, Caldero, en 1635, qui a dit « Le monde se transforme en un vaste théâtre. El gran teatro del mundo. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, j'ai enchaîné sur ce qu'a dit Sénèque. Hein, vous pouvez dire « La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » Ensuite, Shakespeare a repris aussi « Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Ça veut bien dire qu'en fait, ne croyez pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, ne croyez pas plus à la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous percevez par vos sens, que parce que vous ressentez. D'accord? Le rêve est aussi réel que la réalité. D'ailleurs, il y avait un sage zen qui avait dit, que vous connaissez peut-être, avait dit « Hier, j'ai rêvé d'un papillon. » Ou bien, peut-être que c'est le papillon qui a rêvé de moi. On ne sait pas, en fait. Et donc, le monde de l'illusion, tel qu'on le voit, on l'a mis un peu de côté, alors qu'en réalité, le monde symbolique, le monde inconscient, le monde intérieur est aussi important, voire même plus important que le monde qu'on perçoit par nos yeux, puisque ce n'est qu'une création, une projection de nos propres schémas mentaux sur une réalité qu'on croit être vraie. Et c'est ça le dilemme, en fait. C'est qu'on s'accroche à une réalité qui n'en est pas une. C'est comme ça. Donc, si on prend conscience que la vie est une pièce de théâtre et qu'on peut jouer le personnage qu'on veut, immédiatement, on commence à cesser de s'identifier à ce moi qu'on pense être nous et on s'autorise en fait à aller vers et à aller explorer en fait une autre dimension, quitte à changer de personnage si ce personnage n'est plus vraiment en adéquation avec nos besoins et nos désirs. D'accord? Et la dernière slide, donc Heinz von Förster, que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre d'ailleurs que je vous conseille, qui a été écrit par une femme qui s'appelle Lynn Segal, qui a repris ses travaux, qui s'appelle Du rêve à la réalité. Scientifique austro-américain, lui était à la croisée de la physique et de la philosophie. Et c'est l'un des fondateurs de la cybernétique, avec un autre médecin chirurgien qui s'appelle Maxwell. Donc, lui, il a dit, il est indispensable de comprendre que l'observateur, c'est-à-dire moi, le phénomène observé, par exemple une chaise, et le processus d'observation, ce qui me permet de pouvoir voir la chaise, forment un tout.
Je ne suis pas séparé de la chaise ni du processus. D'accord? Et il a ajouté, autrement dit, l'homme crée un problème, souffre ensuite et cherche à le résoudre par des moyens qui sont extérieurs à lui. Il oublie que la cause et l'effet ne sont que le produit de sa création. Pour résumer, pour le dire autrement, je projette une réalité à l'extérieur de moi, d'accord, puisque je crée la réalité, et je vais m'attaquer à la création que j'ai créée. C'est une folie. Au lieu de revenir au point de départ qui est le créateur, moi, et donc en l'occurrence, je change mon système de pensée et ma manière de projeter, et je règle la projection qui disparaît à l'extérieur, je vais chercher à régler quelque chose à l'extérieur alors que c'est moi qui l'a créé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, non? Oui, oui. Parce que je ne veux pas être trop technique, je veux que ce soit très, très simple et très factuel. En gros, c'est ça. Donc, je termine par cette slide, puisque je vais voir s'il y en a une autre après dedans. Non, voilà. Pour vous dire qu'en fait, tout à l'heure, quand on va entrer dans la séance, sachez que tout ce que vous allez voir, entendre, sentir est réel. D'accord? Et on va travailler à partir de l'observateur et du créateur de la situation et non pas de la situation en elle-même. J'ai fait le tour de la question me concernant, Sam, donc je te laisse la main.